RMC sur RTL 9 vous est présenté par Pinkwatch. Pinkwatch, la montre suisse pour les vrais hommes. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce nouveau Génération Champion. Aujourd'hui, on va parler des sports de combat, plus précisément de full contact et de kickboxing. On vous rappelle le principe de cette émission. Un sportif actuel ou ancien champion avec à ses côtés un jeune talent prometteur. Vous allez le voir qu'aujourd'hui, nous faisons un peu exception à la règle puisque nous avons la chance d'avoir deux anciens champions du monde. On va immédiatement les présenter. Jean-Marc Tenus. Jean-Marc, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va rappeler que vous avez 56 ans. Et oui, c'est pas forcément que des bons souvenirs, mais vous les assumez forcément très très bien. Champion du monde de full contact en 1987, on s'en rappelle, c'était à la patinoire d'Evernay dans une salle archi-comble. On va évidemment y revenir dans cette émission. À vos côtés, Karl Emery, lui aussi champion du monde de kickboxing. Cette fois-ci, c'est plus ou moins la même chose. On joue un peu sur les mots. Voilà, on va en parler également peut-être un tout petit peu plus tard. 45 ans, 2 fois champion d'Europe, des super welter en 93 et 94, et puis également champion du monde. Évidemment, on parle chez les professionnels en 1994, avec dans le coin, du reste à cette occasion, ça se passait au Veldiv sous l'organisation de Daniel Perrou. On profite de le rappeler, avec dans votre coin, ni plus ni moins que Jean-Marc Tenus. On aura l'occasion de le voir un peu plus tard également sur des images. Et puis en face de vous, la génération montante, Johan Congolo. Bonjour Johan, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes né le 11 septembre, c'est une date assez inoubliable, vous en conviendrez. Vous avez à votre actif 56 combats, 3 défaites seulement. Et vous avez également plutôt 2 titres de champion d'Europe en 2012 et en 2013. On parlera évidemment de la suite pour vous dans un instant. Et puis à vos côtés, un garçon qui a très vite compris que c'était peut-être mieux d'être du côté de l'organisation ou du management, mais quand même, Olivier Muller, on le précise, un titre de champion d'Europe amateur. C'était en quelle année, Olivier? 84. En 84, de full contact également. Et puis aujourd'hui, vous êtes le fondateur de l'ISKA et la WKN. Ça, c'était évidemment il y a quelques années. Vous aviez décidé de remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Et puis surtout aujourd'hui, manager de Jérôme Le Banner, une personnalité, légende vivante de ce kickboxing, de ce K1, avec une belle organisation à votre actif, entre autres dernièrement à Saint-Tropez. Alors on va reparler un petit peu de tout ça dans un instant. Si vous êtes d'accord, messieurs, on revient un petit peu quelques années en arrière. Alors c'est une question un peu habituelle. Est-ce que au milieu d'un palmarès comme le vôtre, alors à préciser que j'ai pas donné évidemment le quart du 10e de ce qui vous concerne, parce que vous avez tous un palmarès long comme le bras. Est-ce que vos meilleurs souvenirs, Jean-Marc, par exemple, pour vous, est-ce que carrément le meilleur souvenir est ce championnat du monde ici? Ou alors il y en a peut-être eu d'autres dans des combats amateurs, parce que vous avez aussi 2 titres de champion du monde chez les amateurs. Pour vous, quand vous pensez à un combat comme ça, vous vous réveillez la nuit, c'est lequel qui vous a le plus marqué? Vous vous rappelez duquel? Je me réveille plus la nuit. De tous, vous réveillez plus la nuit pour non, ça. Plus pour les combats, c'est il y a trop longtemps. Mais non, il y en a pas. Oui, il y en a un forcément, c'est le dernier, parce que voilà, c'était le dernier. Mais sinon, il y a plein de très très bons souvenirs, et pas forcément des combats, soit dans les déplacements, soit dans les entraînements. C'est les rencontres aussi, le côté humain très important. Ce combat a précisé qu'alors les deux, vous avez un point commun, c'est que vous avez pris votre titre de champion du monde et ensuite c'était merci beaucoup, on passe à autre chose, et vous avez arrêté votre carrière. Ça, c'était quoi? C'était pour des raisons personnelles, raisons physiques, un peu des bobos partout. Un petit peu les deux. Bon, il y avait déjà l'âge, j'avais 30 ans lorsque j'ai fait mon dernier combat. Et puis c'était vraiment une consécration pour moi, donc titre de champion du monde professionnel. Vous étiez dit avant, le jour où je suis champion du monde, c'était un but en soi depuis toujours. Vous êtes dit non, pas depuis toujours. Ça a été une succession. Non, quand j'ai commencé le full contact, je me suis pas dit je veux devenir champion du monde. Ça aurait été un petit peu déraisonnable. Donc j'ai suivi l'évolution. Je
me suis aperçu assez tôt que j'avais quand même des capacités de pratiquer ce sport disons à un bon niveau. Après, jusqu'où, on ne sait pas. Ça c'est vérifié, on vous rassure. Ouais, c'est gentil. Et voilà, donc quand on est arrivé après quelques titres de champion d'Europe et champion du monde, eh bien, il y a eu cette organisation-là qui était magnifique. Tout le monde a... Faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, hein, parce que c'est vrai que c'était nouveau, personne ne l'avait fait auparavant. Déjà l'organisation, patinoire d'hiver, etc. C'était assez complexe, c'était assez grand aussi. Donc ça du reste les images, Jean-Marc, je m'excuse qu'on voit là, évidemment, juste derrière nous. C'est des bons souvenirs. Vous les remettez de temps en temps comme ça en famille, aux amis, moi jamais, ou vous les redécouvrez non, les enfants de temps en temps. Et puis, mais non, pas spécialement. Mais bon, c'est vrai que ça arrive parfois que voilà, comme aujourd'hui, on arrive sur les images, mais de moi-même mettre une vidéo, non, ça me... Non, le dimanche soir, c'est pas la priorité. Non, pas d'accord. Karl Emery, vous avez quel souvenir justement? Est-ce que votre meilleur souvenir, c'est le Veldiv, hein, on s'en rappelle en 94 justement? Non, pas du tout. Alors moi, paradoxalement, au contraire de Jean-Marc, c'est mon premier combat qui restera inoubliable. La première fois que je suis monté sur le ring. C'est-à-dire? Premier championnat suisse. L'émotion, la peur, surtout qu'est-ce que je fais ici, quoi. Ah voilà, carrément. Et avec une manière de sortir, c'était de gagner. Donc c'était une émotion très très forte. Mais c'est vrai que je suis pas tellement quelqu'un qui regarde sur le passé. Je regarde plutôt sur l'avenir, les jeunes, les organisations. Alors vous avez aussi mis un terme à votre carrière chez les professionnels, associé. Voilà, associé. Ouais. Alors 22 combats, ça il faut quand même peut-être le préciser. C'était quoi? 22 combats, 22 victoires, aucune défaite. C'est pas banal, c'est pas rien. Je me suis dit que ça allait arriver la défaite. Vaut mieux s'arrêter avant. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est une conjonction de plusieurs éléments. Tout d'abord, j'ai atteint ce titre-là. Au niveau professionnel, je voulais absolument rentrer dans la police. C'était l'âge limite à l'époque. Donc brigadier aujourd'hui, à préciser, c'est ça? Oui, c'est vrai. Vous avez continué. J'ai continué, voilà, brillamment, ouais. J'ai brillamment gravi les échelons qu'on reçoit à l'ancienneté. mais racontez-nous, Karl, après donc votre carrière de professionnel, vous avez quand même continué, hein, vous n'avez pas complètement arrêté, contrairement à Jean-Marc qui a passé au tennis, hein, ça on peut peut-être avec succès, champion suisse, allez, comme ça on leur a glissé des plus de 55 ans, hein, c'est pas rien. Et Genevois également, on va pas l'oublier. Tandis que vous avez quand même continué. Mais autrement, il y a eu. Alors, j'ai continué là, en sport amateur, donc sport en corporation et amateur, jiu-jitsu de combat, submission wrestling, une sorte de MMA. Mais au niveau amateur. Et au niveau du sport, j'ai continué en développant des clubs, en ouvrant des clubs, en travaillant comme directeur technique dans différents clubs. Et puis en aidant des personnes à développer le sport, et puis surtout en organisant, parfois avec Olivier, parfois sans, ou avec Philippe Brella, avec d'autres associations, avec Jean-Marc aussi, en organisant et en œuvrant en fait pour le développement du sport. Il y a eu cette volonté d'ordonner un petit peu finalement ce que le sport vous a donné. Ce que je constate là en voyant les images du combat de Jean-Marc, c'est grâce aux organisateurs de l'époque, aux combattants de l'époque, qui m'a donné envie de combattre et de pouvoir à mon tour faire des résultats. C'était une idole pour vous, Jean-Marc Tenus. Vous aviez quoi? Vous aviez le poster dans la chambre de Jean-Marc. Il y a 20 minutes, pour un peu plus, une heure, je lui ai donné le programme de la soirée de 87. Ouais. Et le programme de la soirée du championnat d'Europe de 86, que ça faisait 25 ans que je l'avais gardé. Jean-Marc, on vous voit, hein, là vous êtes en noir du reste, hein, derrière sur ces images, là vous faites un petit peu d'air, hein, voilà, il y avait besoin d'un petit peu d'air, hein, ça arrive, d'être de ce côté-là de la barrière, Jean-Marc Tenus, comme ça, quelques années après, c'est bien, c'est autre chose, ça change. C'est une période fantastique, c'est vrai, d'avoir terminé, puis de suivre Karl, qui a été, on m'avait plus ou moins sollicité quelques fois avant pour m'occuper de jeunes, mais j'ai jamais voulu rentrer dans ce schéma-là. Et c'est vrai, quand j'ai fait sa rencontre, j'ai compris qu'il avait un mode de pensée qui correspondait un peu au mien, au niveau combat bien sûr, et cette volonté d'aller jusqu'au bout des choses, et il l'a fait. C'était vraiment une période fantastique. Olivier Muller, de revoir vous comme organisateur, on a précisé que c'était une organisation, hein. Une fois c'était Claude Pro donc qui avait organisé le championnat du monde de Jean-Marc Tenus, une autre fois c'est Daniel Perroux pour Karl Emery. Olivier Muller, vous étiez
de forcément l'ombre, c'était Olivier. l'homme de l'ombre, vous étiez derrière, vous tiriez un petit peu déjà sur 2-3 ficelles là. Ouais, même plus que 2-3. À l'époque, quand on gérait les fédérations, on disait toujours on s'occupe de ce qui est sur le ring et 1 mètre autour. Donc toute la partie promotion derrière, évidemment, il fallait des organisateurs, des promoteurs qui fassent le travail. Par contre, ce qui était sur le ring, donc les combats, les juges, les arbitres, ce qui cadrait un petit peu le sport, c'est ce qui se mettait en place dans ces années-là et qui a donné, je dirais, naissance au grand kickboxing qu'on connaît aujourd'hui, qu'on reconnaît aujourd'hui. À l'époque, c'était pas évident. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu clair tout ça? Parce que on a eu l'occasion d'en parler à diverses reprises. C'est un petit peu des fois ce qui rend complexe vos sports, les différents sports de combat. C'est un peu la complexité, c'est d'arriver à s'y reconnaître dans ces 150 fédérations différentes qui existent, dans un peu tous les sports. Aujourd'hui, est-ce qu'on voit un peu avec du recul, vous qui avez été à la tête de l'ISK et de la WKN, est-ce qu'aujourd'hui ça vous semble quand même un petit peu plus structuré, un peu plus crédible, on va employer le mot? C'est nettement plus structuré aujourd'hui. Le nombre de fédés dépend en fait de l'offre et de la demande. Si on n'avait qu'une seule fédération dans un sport de combat, que ce soit la boxe anglaise, que ce soit le kickboxing, la boxe thaï, avec le nombre de promotions qu'il y a par week-end, ça veut dire que chaque champion du monde devrait combattre 6 fois par week-end dans sa catégorie. C'est complètement impossible. Donc on dit il y a beaucoup de fédérations. Oui, il y a beaucoup de galas. Rien qu'en boxe anglaise, où il y a beaucoup moins de galas, ils ont déjà 5 fédérations mondiales au minimum. En kickboxing, il y en a eu beaucoup plus au départ, et il y en a moins maintenant. Je dirais qu'il y en a 4 ou 5 maintenant, maximum, alors qu'à l'époque on en avait à peu près le double. Et les 2 fédérations, je dirais professionnelles, qui sont en tête de classement sont effectivement la WKN et l'ISK. On peut y rajouter la WACO Pro qui reste toujours présente, qui est la plus grosse structure amateur. Et il y a 2 autres fédérations, la WKN et c'est quoi la dernière, la WK, qui exactement, qui reste encore un petit peu anecdotique, mais il y a plus d'ordre aujourd'hui qu'à l'époque. Yann Congolo, vous avez regardé des images, là on voit à l'instant des images de Jérôme Le Banner, c'était à l'occasion d'un des derniers meetings, Olivier Miller, que vous avez organisé à Saint-Trope, on aura l'occasion sûrement d'y revenir. Vous y étiez aussi, du reste, Yann Congolo, on le rappelle, 56 combats, 3 défaites. Je vous demande pas ce que vous avez pensé du championnat du monde de Jean-Marc Tonus, pour la simple même raison, vous étiez même pas né. C'est assez drôle du reste de se dire que ce garçon qui a 27 ans n'était pas encore là, puisque c'était au mois de juin. Quand vous voyez, vous, les images de Jean-Marc Tonus comme ça, un petit peu avec du recul, vous vous reconnaissez là-dedans? Ça vous semble être le sport que vous pratiquez aujourd'hui? Effectivement, quand on voit ce genre de personnes-là, c'est déjà des personnes qui étaient qu'on connaissait, que je connaissais. Vous l'aviez déjà vu, Jean-Marc, sur un ring, là, ou déjà? Non, j'avais déjà beaucoup entendu parler de lui. Donc Jean-Marc, Tonus, Karl et Monsieur Muller aussi, et dans l'organisation et tout ça. Et puis c'est toujours des personnes quand on voit aussi l'après-carrière qu'ils ont faite. Après, donc en ce moment, je suis en plein dans la reconversion. Exactement. Donc quand on voit la reconversion, on se dit que c'est quand même quelque chose qui est assez positif. Donc, mais le sport pour vous a évolué quand vous voyez justement Jean-Marc, Karl comme ça, vous vous dites tiens, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que justement techniquement, messieurs, alors on peut poser la question dans l'autre sens, quand on voit aujourd'hui Johan Congolo, ce qu'il fait, c'est très différent, parce que si on compare par exemple au tennis et qu'on voit aujourd'hui des images de Borg et Vilas, on a l'impression que c'est pas tout à fait le même sport que ce qu'on voit aujourd'hui avec Federer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que dans votre sport, c'est un peu la même chose? Quand vous voyez par rapport à Johan, qu'est-ce qui est différent? Moi, je pense qu'il y a une évolution logique, mais de tous les sports. Il y a vraiment une progression dans la qualité, déjà de l'entraînement physique, la vitesse, la puissance. Et même l'évolution au niveau des règles. Je veux dire, aujourd'hui, le full contact tel que je le pratiquais à l'époque n'existe presque plus au niveau professionnel, parce qu'il y a une demande, de la part du public, toujours plus de spectacles, toujours plus de sensations. Et là, on voit justement certains coups qui se pratiquent, qui sont fantastiques. Non, mais je pense que l'évolution, elle suit. Il y a vraiment une bonne évolution. Karl Emery, vous l'avez dit, aujourd'hui vous dirigez plusieurs salles. Yamabushi, c'est carrément une école. C'est une structure. Il y a d'autres gens. Moi, je m'occupe de tout le côté technique. Mon but, c'est de développer le sport.
Je suis pas du tout impliqué au niveau administratif ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le côté sportif qui m'intéresse. Alors est-ce que ça change justement? Alors est-ce que justement vous qui avez maintenant sous contrôle Yohan Kongolo, le discours elle-même justement pas que Jean-Marc, enfin ou que vos entraîneurs de l'époque avaient par rapport à vous? Non, c'est très différent. Non, je pense pas que ce soit très différent. Bon, maintenant c'est clair qu'au niveau préparation, comme l'a dit Jean-Marc, c'est clair qu'on essaye de pas réitérer les mêmes erreurs qu'on a pu commettre dans le temps, et aussi la science du sport, la science de la médecine du sport qui évolue aussi. Donc de ce côté-là, on a bien évolué au niveau de la préparation. Contrairement à d'autres sports, on n'a pas d'évolution au niveau technique. Je suis sûr qu'on n'a pas des raquettes différentes ou des skis différents. Donc ça reste un affrontement d'homme à homme comme on a pu connaître il y a 2500 ans dans la Rome ou même Athènes. Au niveau même matériel, protection, tout est pareil. Il y a pas de protection un peu évoluée, mais c'est clair que ce qui évolue surtout, c'est je dirais la diffusion aussi des images. Nous, on avait un magazine, on attendait un mois d'avoir le magazine pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a gagné. Et puis le journaliste, on s'imaginait le combat avec la retranscription du combat. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure quand je parle comme ça. Et tandis que là, c'est immédiatement, la soirée n'est pas finie, quoi. Il y a déjà des images du combat sur YouTube. Donc partout au niveau planétaire, il y a une diffusion énorme. Et il faut pas oublier que c'est un sport qui a été développé par Olivier à l'époque, mais c'est un sport, vous allez en Micronésie ou vous allez en Laponie, tout le monde sait ce que le kickboxing et maintenant les arts martiaux mixtes comme le MMA. C'est vraiment impressionnant la diffusion des images et de la publicité. Il y a une grosse évolution aussi il y a une grosse évolution au niveau des transports aussi, qui donne une dimension planétaire qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, on se mettait à 8 dans une voiture, on faisait 600 km, on combattait, on n'était pas payé, on repartait. Enfin, il y avait quelque chose, c'était beaucoup plus confiné, et les Américains étaient de leur côté, les Sud-Américains du leur, les Européens, on faisait ce qu'on pouvait ici. Ça a beaucoup évolué, je dirais, intra-Europe avec EasyJet, bien évidemment, pour les promoteurs, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à des combattants de qualité de partout, en très peu de temps, et en les ayant vus, je dirais, quelques jours avant. Un exemple sur Saint-Tropez, il y a une des filles qu'on a découverte sur les images 48 heures avant, il y a eu un désistement, tac, elle a sauté dans un avion, et est arrivée, elle a fait un match fantastique. Ça, cette possibilité-là, on ne l'avait pas à l'époque. Et ça, des filles, vous en avez un peu comme ça soulevé. Il n'y avait pas tellement de filles à votre époque. Enfin, à part celles qui, disons, montaient sur le ring avec les numéros. C'est un peu les seules filles qu'on voyait un peu dans votre sport. Mais des combattantes, il y en avait, non? Ça existait quand même. Ça existait quand même. Côté hollandais, à l'échec. Quel regard les deux, aujourd'hui, vous avez justement par rapport à ces filles qui regard combattent? Quel regard? Voilà. Non, sur les attention, je précise peut-être, voilà, sur les filles combattantes. On va peut-être quand même resituer un petit peu le débat. Je suis pas très pour. Alors c'est pas. C'est un peu, attention, là, c'est un peu macho, ça. Là, vous avez tout. Non, mais je suis toujours surpris en bien par rapport à. Pourquoi pas pour, Jean-Marc? Allez. Moi, je vois plutôt la femme au fourneau. Non, pas du tout. C'est là le tournant de l'émission. C'est là le tournant. Voilà, c'est là le tournant. Exactement. Plus artistique. Alors quand elles arrivent à le développer, c'est parfait. Mais voir deux femmes qui se frappent comme ça dans le visage ou ailleurs, ça me fait toujours un peu de. Ça me fait quelque chose. Car niveau sensation. Quel avis par rapport à ça? Alors j'ai un peu le même avis, mais je dirais pour tout le monde. C'est-à-dire que malgré que j'adore ce sport, malgré que ce soit ma passion, malgré que j'y passe tous mes temps libres, c'est vrai qu'en finalité, avoir deux personnes qui se tapent dessus, c'est franchement quand on prend peu de recul. Même les hommes, c'est pas le plus intelligent qui existe. Voilà. D'accord. Mais voilà, c'est dans la nature humaine et puis on prend un plaisir fou à le faire. Alors il y a sûrement une explication psychiatrique. Alors je laisserai si vous avez une émission médicale, je veux bien revenir. Mais en tout cas, on se fait plaisir. Donc ça c'est sûr. On est obligé de vous poser la question. Il faut regarder ça sous l'angle de la femme. C'est pas nous qui décidons que c'est bien ou pas bien que deux femmes combattent. C'est leur choix à elles, et c'est à nous d'offrir, je dirais, l'encadrement nécessaire pour qu'elles puissent le faire dans de bonnes conditions. Yohan, pour vous, la question peut-être va être différente. Est-ce que vous pourriez avoir une amie, enfin une copine, une femme qui pratique finalement le même sport que vous? Ça, ce serait concevable? J'ai ma petite sœur qui a fait déjà son premier combat et qui s'entraîne avec moi. Et je pense qu'avec les années, avec les choses qui se font avec le temps, ça vient avec les suites logiques qui devraient se faire. Donc il y a effectivement beaucoup de femmes qui se reconnaissent à travers ce sport. Ça aide beaucoup de femmes. J'entraîne aussi beaucoup de femmes, donc je vois un peu l'évolution qu'il y a chez certaines personnes
au niveau physique et psychique. Et je pense que effectivement pour une femme, deux femmes qui arrivent à aboutir ça, bien sûr, dans les bonnes conditions, avec un bon entraînement, et qui arrivent à aboutir à un combat sur un ring en offrant un beau spectacle, je pense que ça se complète assez bien. C'est là qu'on voit des fois les changements de génération. Ce qui est important de dire, c'est que 95% des pratiquants ne sont pas des compétiteurs. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils pratiquent les sports de combat. Et c'est ça, la compétition en elle-même, dans pratiquement tous les sports, on peut pas dire qu'elle est vraiment saine au niveau physique, mais les sports de combat ont cette particularité qu'elles développent énormément de facettes de la condition physique. La vitesse, la force, l'endurance, la souplesse. Donc, c'est un entraînement physique exceptionnel, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le combat, c'est autre chose. Pendant qu'on y est, Jean-Marc et Karl, vous avez des enfants, les deux. Est-ce que justement vous les avez poussés au sport de combat ou pas plus que ça est-ce que comme parent, quelle attitude est-ce que vous avez eu? Jean-Marc, vous avez un garçon plutôt dans le tennis, une fille. Moi j'ai un garçon. Est-ce que ça s'est présenté? Il a participé à quelques entraînements, mais je l'ai pas poussé. Il est venu quand il était plus jeune. Ça lui a relativement plu. Il a pas poursuivi. Mais vous auriez pu être dans le coin avec votre fils sur le ring, ça c'est un. J'aurais préféré pas. En fait, donc je suis très content qu'il fasse autre chose qu'un sport de combat. C'est un peu idiot, puis c'est mon sport favori, hein, mais voilà, en tant que parent, on a toujours un peu ce côté protecteur, et c'est le même regard sans avec la femme. Voilà, pas qu'on se méprenne. Hein, je suis pas contre le fait qu'elle soit sur le ring. Je suis évidemment, je suis content que les femmes se réalisent à travers les sports de combat, etc. C'est juste que les images, le visuel, quand je vois deux femmes qui se frappent, ça me touche. Je vous mets à l'aise. On m'a pas demandé ce que j'en pensais, mais je profite de le dire. Je suis un petit peu de votre avis. Enfin voilà, si ça peut rassurer. Je compte, mais voilà. Il y a toujours des bonnes. À Saint-Tropez, par exemple, un des plus beaux combats de la soirée a été le combat des femmes. Olivier, vous avez aussi des enfants. Vos enfants pratiquent les arts martiaux, par exemple? Alors ils ont pratiqué, mais ils sont pas allés jusqu'au stade du ring et de la compétition. Ils sont déjà assez bagarrés en dehors du ring, donc ça suffit comme ça. Si on parle un petit peu de l'école, de comment est-ce que finalement vous avez pu atteindre forcément ce niveau de champion du monde à l'époque, Jean-Marc Tenius, comment est-ce que vous arriviez à combiner un petit peu votre travail, parce que vous étiez maître de sport, hein, c'est ça à l'époque. Vous avez toujours été un petit peu en parallèle. Là, on arrivait à trouver comment est-ce que ça se passait. J'ai eu beaucoup de chance, concrètement. Par rapport à des facilités d'horaire, par rapport à mes études universitaires, les études de maître de sport, à l'époque c'était plutôt le soir et j'avais toujours des créneaux. Alors ça faisait des longues journées, mais j'arrivais en même temps à travailler un peu et à étudier et à m'entraîner. Donc ça a été bien. Et quand j'ai eu mon diplôme fédéral de maître de sport, j'ai enseigné tout de suite. J'ai toujours un demi-poste, donc c'est une dizaine d'heures dans la semaine, ce qui est relativement peu. Donc ça me laissait passablement de temps pour pratiquer, pour m'entraîner, mes 3 à 5 heures par jour d'entraînement. Voilà, j'arrive à les faire de manière... 3 à 5 heures par jour d'entraînement à côté de votre travail. Ouais. Et ça consistait en quoi, en gros? C'était quoi? C'était l'entraînement, l'entraînement. C'est du quotidien, donc il y a une partie physique, hein, avec entraînement d'endurance. Ça commençait par un footing de 10 km. Ensuite, j'avais tous les jours, ouais, 5 fois par semaine. Ensuite, c'est un travail de pied, de cible avec un entraîneur. Et le soir, c'était technique et sparring. Quelques années après, Karl, c'était un peu le même traitement, même chose? Oui, similaire. Bon, faut dire que... Alors vous étiez dans la police? Non, après. Non, c'était avant que je rentre. D'accord. Donc là, vous faisiez quoi? Vous étiez étudiant ou... Non, je suis employé de commerce de formation. D'accord. Et puis, j'avais de la chance d'avoir un sponsor qui était une entreprise de sécurité pour laquelle je travaillais à mi-temps. Et puis, mais ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Marc a toujours eu, c'est un vrai spartiate. C'est toujours été au niveau de l'entraînement quelqu'un d'exemplaire. Puis toujours qui avait une condition physique toujours exceptionnelle. Donc pas tout le monde s'astreignait à ce même nombre d'heures. Vous faisiez pas 10 kilomètres par exemple? Je m'entraînais beaucoup, mais pas autant que Jean-Marc. Je pense pas au niveau d'heure. Plus au niveau technique, mais au niveau physique, je pense que je m'entraînais moins que Jean-Marc. Vous étiez doué? Non. Talent? Non. Enfin, ça dépend de ce que vous appelez le don. J'avais peut-être le don que j'avais, peut-être c'était la détermination, mais non, j'étais de loin pas le plus doué de ma génération. Johan, aujourd'hui, en termes d'entraînement, si on compare de nouveau un petit peu les générations, alors vous êtes pro à 100%. Oui, donc vous gagnez votre vie avec votre sport. Enfin, je suis instructeur justement. Vous donnez quelques cours comme ça à côté pour ce qui m'aide à pouvoir m'entraîner, vivre. Voilà. Et en termes d'entraînement,
Par jour? Alors là, je suis à 6 heures par jour d'entraînement. Donc, 6 heures par jour. Voilà, en tranche de 3 fois 2 heures. Donc 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et 2 heures le soir. Donc c'est dans le même lignée, même genre de... Maintenant on se ressource beaucoup de combattants actuels se ressourcent aussi chez les anciens combattants. Donc autant en technique, on essaie de revenir un peu aux anciennes bases, parce que sinon on a un peu tendance à s'éparpiller. Et c'est beaucoup de travail vidéo aussi, donc c'est dans les mêmes genres de lignées, beaucoup de footing, beaucoup de travail technique, beaucoup de sparring aussi. Et c'est vrai qu'effectivement on a beaucoup plus de possibilités maintenant d'avoir des échanges avec d'autres clubs, d'avoir des échanges vidéo, de prendre exemple sur des champions actuels et tout avec les vidéos quoi. Donc l'entraînement change beaucoup, il y a beaucoup de préparation physique maintenant. On a aussi une chance, c'est qu'on a beaucoup de matériel de haute technologie pour s'entraîner, notamment des États-Unis et tout. Puis encore une fois de plus, c'est beaucoup sur la vidéo. La vidéo, ça permet de s'évoluer, de vraiment d'évoluer donc encore en plus dans ce qu'on fait quoi. Olivier Muller, peut-être l'occasion de faire une petite parenthèse, parce que vous êtes, on l'a dit en début d'émission, le manager de Jérôme Le Banner, qui malheureusement n'a pas pu être là, ni même par téléphone. Ils s'en excusent, il est en avion, donc même le téléphone c'est un petit peu difficile. Il n'y a pas de problème. Peut-être nous raconter un petit peu la vie de Jérôme Le Banner, son entraînement, peut-être même ses débuts, comme ça, rapidement, juste qu'on arrive à se remettre un petit peu dans la peau d'un énorme champion, d'une icône, hein, carrément. Jérôme a commencé un peu comme Jean-Marc et comme Karl, avec les mêmes contraintes. Ce qui a marqué un passage au vrai professionnalisme rémunéré, c'est l'avènement du K1 au Japon, où il y a réellement eu une manne financière, il y a de l'argent qui est rentré, et donc les garçons ont commencé à pouvoir s'entraîner, à plus avoir de soucis de travail, de mi-temps, etc., etc. Et on peut commencer à vraiment se consacrer à leur sport. Ils étaient au début pas beaucoup, aujourd'hui il y en a quand même quelques-uns. Il faut pouvoir passer du stade, j'allais dire, européen au stade mondial et à la reconnaissance mondiale. Et là aujourd'hui, il y a, je dirais, plusieurs centaines, à mon avis, de combattants dans le monde. Donc ça reste petit, ça reste peu par rapport au nombre d'amateurs qu'il y a. Mais il y a plusieurs centaines de professionnels qui vivent maintenant de leur sport. Mais c'est récent dans l'histoire des sports en général. Ça fait une quinzaine d'années que c'est comme ça, et c'était pas comme ça avant. Comment est-ce qu'il a démarré, Jérôme? Il a étudié, il a travaillé. Comment est-ce qu'il a un peu ses débuts? Alors Jérôme a travaillé dès le début, donc il a fait peu d'études. Il a travaillé très tôt. Monde de la nuit, sécurité, les choses classiques, pour gagner de l'argent et se ménager du temps libre pour s'entraîner. En fait, finalement, c'est ce passage-là qui est sensible. À quel moment on arrivera à gagner suffisamment pour pouvoir ensuite arrêter de travailler et se consacrer pleinement aux entraînements, aux nouvelles techniques, parce que là aussi, donc Jérôme combat toujours, même s'il a 41 ans cette année. Ce que Johan explique est tout à fait juste. Il y a une évolution technique qui nous permet une préparation complètement différente. Souvent plus courte en dernière minute quand il s'agit de connaître ses combattants, parce qu'on ne les connaît pas toujours longtemps à l'avance. En tournoi, par contre, ils se connaissent tous, donc c'est un peu comme au tennis, où les garçons se croisent, ils se connaissent les uns les autres. Mais il y a réellement la technique aujourd'hui qui permet de mieux s'entraîner et de s'entraîner plus efficacement. Voilà, restez avec nous en tout cas, messieurs. Juste une petite courte pause de pub et on se retrouve dans un instant. Génération Champion avec Autobrit. L'UFC sur RTL 9 vous est présenté par Pinkwatch. Pinkwatch, la montre suisse pour les vrais hommes.
de ce Génération Champion. On vous le rappelle, on parle aujourd'hui de sport de combat, de full contact et de kickboxing. 4 invités autour de la table. Jean-Marc Tönus, ancien champion du monde en 1987. À ses côtés, Karl Emery, champion du monde lui aussi en 1994. Et puis en face, la nouvelle génération, la génération montante. Yohan Congolo, futur, on espère, en tout cas, on va en parler dans un instant. Pourquoi pas champion du monde, vous aussi, et puis Olivier Muller, organisateur et manager de Jérôme Le Banner. On a terminé la première partie avec vous, Olivier Muller, avec Jérôme Le Banner. 41 ans, vous l'avez dit, on parlait un petit peu de technique à revoir. Justement, un Jérôme qui a connu finalement plusieurs générations. Est-ce que techniquement, il est toujours dans le coup? Il a dû aussi, lui... réapprendre, peaufiner un petit peu sa technique par rapport à la jeune garde d'aujourd'hui. On l'a vu sur le match de Saint-Tropez. Il y a plusieurs choix qui sont faits aux combattants à un moment donné dans sa carrière, en fonction de son physique. Là, par exemple, c'est le grand retour des coups de pied dans les jambes. Jérôme les avait un peu laissés de côté. Balayage. Il est parti aux États-Unis. Pas des balayages. Pas des balayages. Des coups dans les jambes. Il les a redécouverts cet été, avec toute l'efficacité qu'on a pu voir à Saint-Tropez, où il a presque détruit la jambe de son adversaire. Mais il l'a pas cassé même pendant qu'on y est. Non, heureusement que non. Mais donc il y a des, je dirais, dans les phases, de chaque combattant, à un moment donné, des retours. À un moment donné, ce sera peut-être la droite qui reviendra. Donc chaque athlète va puiser dans son réservoir technique, mais la technique reste la même. Il n'y a pas d'évolution. Je dirais que quand on voit les matchs de Jean-Marc ou ceux de Yohan, un gauche c'est un gauche, une droite c'est une droite, un coup de pied c'est un coup de pied. Donc on reste quand même, on n'a pas d'évolution fondamentale, mais je pense que dans d'autres sports c'est pareil. On nage plus ou moins toujours de la même manière. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs. On n'a pas de modification technique substantielle comme en Formule 1 par exemple, où là la voiture va tout changer. Regarde, moi le pilote c'est la voiture, on n'est pas dans ces sports-là. Bon, l'évolution elle va être physique au niveau de la préparation et de la vitesse d'exécution. Je pense que c'est là qu'on voit c'est là où ça va jouer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je parle du top niveau. Après, il y a toujours l'entre-deux, mais je pense qu'à haut niveau, pour le même poids, pour les mêmes catégories, les athlètes sont plus forts, plus endurants, ils frappent plus vite et plus fort. Les règles peuvent évoluer aussi. On a ramené un petit peu maintenant les rounds de 2 minutes à l'honneur. D'abord, parce que c'est moins dommageable. On sait très bien que la dernière minute d'impact est dommageable pour les combattants. Et ensuite, au niveau intensité du spectacle, 2 minutes, c'est plus ça finit, j'allais dire, en apnée, ça finit en montée, alors que 3 minutes, souvent, ça fatigue, ça sature, ça fatigue. Ça peut conditionner, je dirais, les choix des hommes de coin, des athlètes, des combattants, sur une technique particulière ou un suivi de technique particulière. On parle on parle évidemment un petit peu des différentes contraintes. On a l'impression, messieurs, j'espère que c'est pas qu'une impression, vous êtes encore parfaitement en forme physiquement. Jean-Marc, on a dit, pratiquer le tennis avec succès du reste régulièrement. On peut imaginer que Karl, avec le métier que vous avez, vous devez pas forcément être en reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez finalement pas beaucoup de blessures, pas beaucoup de petits bobos. Jean-Marc, quand à 55 ans, on sort de son lit comme ça le matin, on est un peu coincé, parce qu'on est obligé de parler quand même un petit peu de la violence de ce que vous avez fait. Il y a des méchantes douleurs qui se réveillent comme ça quelques années après. Non, écoutez, je pense pas plus que moi, vous pouvez le dire. Non, mais pas plus que les gens de mon âge qui pratiquent un sport ou pas sport du tout. Je pense que ça maintient qu'autre chose. Après, il y a des coups quand même, ça fatigue, ça marque, non? Il y a eu des... Enfin, je sais plus où j'habite. Ça, c'est la tête. Ça, c'est seulement si on les prend. Si on les donne, ça fatigue pas. C'est ça. Ça me souvient d'une anecdote de François Souter, lorsque un des premiers combats que j'avais fait, François Souter, qu'on a vu sur les images, là, qui était l'entraîneur du club qui a fait énormément pour les sports de combat, la boxe. Ça fait d'ailleurs plaisir de voir ces images. L'occasion. Un des premiers combats que je faisais, mon adversaire avait le nez tout tordu, les arcades, tout. Puis j'étais là, j'avais le haut de mes 17 ans, j'étais impressionné, je dis mais qu'est-ce qui va m'arriver? Puis il m'a répondu tout justement, il m'a dit non, c'est le type qui lui a fait ça que tu dois avoir peur, pas de lui. Exact. C'est ça en fait, si le jour où vous avez un adversaire qui a 50 combats, qui a le visage intact, là faut vous poser des questions. Yohan, après 56 combats, on est comment? Vous avez l'air bien, je vous rassure. Là aussi, physiquement, il y a des bobos, il y a déjà eu des gros coups. Des bobos, bien sûr, il y en a comme dans tout sportif d'élite. Mais sinon, je veux dire, non, au bout de 56 combats, j'ai un grand nombre de KO, un grand nombre de combats que j'ai remportés avant la limite, ce qui permet de me préserver physiquement. Donc,
C'est vrai que non, il n'y a pas plus que certains amis qui font d'autres sports, footballeurs ou hockeyeurs. Non, je pense que c'est dans toute l'hygiène de vie aussi, il y est pour beaucoup. Les KO, justement, je me suis personnellement souvent posé la question, comment est-ce qu'on vit un KO? Alors Jean-Marc, j'ai un souvenir de vous. Non, mais Jean-Marc, j'ai un souvenir assez précis. Je crois que c'était au Veldiv, deuxième reprise. Vous vous rappelez plus? un peu d'amnésie tout d'un coup. Non, mais là, il y a eu un KO et j'étais franchement au deuxième ou troisième rang. Et là, vous êtes vraiment tombé comme un. C'était, rappelez-moi, j'ai oublié le nom du. Davis. Mais bon, pour le cas particulier, c'est un des KO, enfin c'est le KO qui est le moins préjudiciable pour la santé. C'est ce qu'on appelle un KO réflexe. C'est-à-dire que le coup a été porté au niveau de la zone auriculaire, donc c'est le tympan qui a. Parce que le KO tel qu'on le connaît traditionnellement des sports de combat, c'est je peux faire un cours de biologie. Non, mais allez-y, profitez. Voilà. Donc voilà, donc du coup pour le coup le lendemain, c'était déjà tout récupéré. Karl, le KO. Vous connaissez c'est plutôt souvent l'autre qui est 14 KO. Jean-Marc et Jérôme d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Non, mais ce qui est dramatique, c'est que Jean-Marc a 110 combats, 112 combats, et chaque fois on lui ressort celui-là. J'admire son zèle. Désolé. C'est vrai que ça marque. Je joue en nocturne, comme tu dis. Non, c'était marquant, je vous rassure. Ouais, je me souviens, j'étais là aussi. Mais ce qui est important de dire, ce qui est le plus dommageable dans les sports de combat, c'est l'entraînement. C'est l'encadrement, avoir un mauvais encadrement, avoir une salle où les instructeurs ne surveillent pas les personnes, c'est les répétitions des coups, c'est des sparring sauvages qui se font dans la salle, c'est ça en fait, c'est là-dessus qu'on doit mettre l'accent, parce que le sportif d'élite sur un ring, c'est impressionnant, il est sous le feu des projecteurs, alors forcément ça marque, mais il y a le contrôle, il y a des médecins, ce qui est dangereux, c'est les massacres qui se passe dans certains clubs, et j'engage tous les parents ou les compétiteurs ou les pratiquants d'arts martiaux de ne pas choisir un club, de faire le tour des clubs et d'aller voir différents clubs, et c'est vraiment important que l'accent sur la sécurité soit mis à l'entraînement. Olivier Millet, on est d'accord avec ça, forcément. À 100%, on ne sait pas ce qui se passe dans les salles avant, il n'y a pas de statistiques là-dessus. On parlait des types de KO, donc il y a le KO réflexe qui est effectivement le moins dommageable, il y a l'accumulation des coups lors d'un match, et on en a vu, où effectivement ça tombe pas, mais ça accumule, on commence à avoir mal pour un des deux combattants, et finalement ça finit par rompre ou pas, mais ça c'est mauvais. Et puis il y a effectivement toute la phase totalement inconnue, qui est la phase d'entraînement, de préparation, où là il y a dans toutes les salles, mal gérées, des KO, il y en a tout le temps. Et on ne sait pas si le garçon qui va monter sur le ring le lendemain va tomber KO la veille. Et puis là, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas de fédération pour encadrer ça. C'est impossible à monitorer. C'est un débat qui a eu lieu beaucoup au niveau des fédérations nationales, cette fois-ci, notamment des fédérations délégataires en France, où il y a un réel contrôle ministériel qui est imposé. On ne peut pas monitorer ça dans les salles. Et ça, c'est je dirais, c'est le seul bémol de ces sports-là, des sports d'impact, des sports de combat. On a moins de problèmes sur l'évolution dans les chaînes darwiniennes que sont les MMA, par exemple. Dans les MMA, on sait qu'il y a moins de chaos ou moins de dommages faits à l'entraînement, puisqu'il y a tout un travail de soumission, il y a tout un travail d'amener au sol, il y a tout un travail d'interruption des matchs qui est autre que celui du chaos. Olivier, vous venez de parler de MMA, on allait y venir, on va un petit peu de point en point comme ça. Le MMA, c'est un petit peu ce qu'il y a de nouveau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est donc un peu tous les coups sont permis, ouais. C'est le combat libre. Alors vous, on va dire que à votre époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, comme l'a dit. Ça a toujours existé sous d'autres noms. Le Vale-Tudo au Brésil, au Juge-Brésilien, ça existe. D'accord, mais on peut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le sport qui monte. C'est sous les rampes des médias. Voilà. Quel regard, alors typiquement, Jean-Marc, quel regard, vous l'avez dit tout à l'heure qu'effectivement, est-ce que le MMA porte du tort, préjudice, vous pensez à vos sports, au full, au K1, où il ne faut pas tout mélanger, il y a encore de la place pour tout le monde, Jean-Marc? Je pense que oui, je pense que, personnellement, j'aime beaucoup.
Vous auriez voulu le pratiquer, enfin vous auriez pu visiblement puisque ça existait déjà, mais vous voir en cage comme ça, c'est un truc qui vous aurait excité. Moi pas, pour une raison simple, c'est que je suis un peu claustrophobe. Donc de me sentir coincé, même le judo, c'est un peu le... Donc vous battre dans un ascenseur, c'est un truc que vous avez jamais fait, par exemple. Non, l'ascenseur, non, pas franchement. Il n'y a rien d'autre non plus, mais non, mais moi je suis pour. Enfin, je suis un sportif assez éclectique, donc j'aime tous les types de sports. Vous allez voir ici quand il y a des sports de vous. Quand je suis là, je vais. Ok. Bah, moi, j'ai la chance. Moi, c'était un peu. Moi, c'est vraiment un sport que j'adore. J'ai pu le pratiquer de manière amateur sur la fin de ma carrière sportive. Parce que jiu-jitsu, c'est un peu cool. Ouais, j'ai combattu. J'ai fait les championnats. J'ai combattu d'ailleurs en amateur à Las Vegas en submission wrestling, qui est une sorte d'art martiaux mix, mais c'était en amateur. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. On a un fameux Bas Rutten qui venait déjà au club en 89 s'entraîner. C'est vraiment un sport que j'adore. Le côté cage, ça vous aide, ça. C'est une chose. Il y a le sport et la cage, ça c'est deux choses. On peut parler d'image, on peut parler de sécurité. C'est un long débat. Je veux pas rentrer sur ce débat-là. Ce qui est sûr, c'est que comme l'a dit Olivier tout à l'heure par rapport aux fédérations, par exemple délégataires qu'il y a en France, ce serait bien qu'on ait la même chose en Suisse et au lieu d'être sur des interdictions, qu'on ait sur du contrôle. Ce que j'aimerais dire en tant que combattant, en tant que prof, puis en tant qu'organisateur, c'est qu'on veut du contrôle. On aimerait. Et si Monsieur Baird nous entend, je sais qu'il nous entend, il nous répond Charles jamais, de son prénom. Et voilà. Donc on aimerait juste qu'il parle avec les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui organisent, les personnes qui font ce sport. Mais ça, il y a eu tout un débat là. Il a jamais parlé avec des personnes qui organisent les manifestations, ni les personnes qui sont dans le sport. Il va le faire à partir de maintenant. On peut imaginer. J'ai reçu un formulaire pour l'instant. On verra ce que ça donne. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une volonté de bien faire. Vous, comme organisateur, Olivier, ces sports justement MMA, vous avez jamais du MMA, non? Alors si on a été, je crois qu'on a été les premiers à organiser des matchs de MMA ici même. Je sais pas si c'était en Suisse, mais en tout cas à Genève. Et donc bien évidemment, j'ai des amis proches qui sont les fers de lance, Christophe Midou, Bertrand Amossou, qui sont des amis. C'est paradoxalement le sport de combat le moins dommageable. Si on veut polémiquer un petit peu, le plus dommageable étant la boxe anglaise, où là il n'y a qu'une seule tête et un corps où on tape durant de longues minutes et ça finit par descendre. Là il y a une palette d'alternatives, donc de travail au sol, qui fait que finalement il y a très peu de chaos accumulatif, donc le chaos accumulé en MMA. C'est où ça tombe tout de suite, c'est l'équivalent du chaos réflexe, ou c'est la soumission. Dans tous les cas de figure, vous avez des combattants qui ont 200, 250, 300 combats, vous les regardez, ils sont absolument pas marqués. Moins marqués que les boxeurs. Nettement moins marqués, mais on est à des années-lumière. Et ça, il faut quand même le savoir, pour se rendre compte que c'est une évolution positive. Johan, votre regard, vous, jeune, sur le MMA. Et qui combat en MMA. C'est surtout aussi une manière de pouvoir rencontrer les meilleurs de chaque discipline. Donc c'est aussi un accomplissement. Une fois qu'on a pu prendre les titres dans notre propre catégorie, on a envie de se mesurer un peu aux autres personnes. Et aujourd'hui, on a la possibilité de combattre dans des grosses organisations qui permettent d'avoir justement des combattants professionnels qui peuvent vivre pleinement avec leur activité. Et c'est aussi après c'est un nouveau système d'entraînement, c'est un nouveau système de travail à faire. C'est une nouvelle entreprise à faire aussi dans d'autres sports, dans d'autres arts martiaux, car les MMA c'est un sport complet, donc c'est beaucoup de travail à faire avec des gens qui viennent du sol. Ça permet de créer des nouveaux échanges, de combattre dans de nouvelles organisations, de combattre dans de nouveaux éléments et de développer de nouvelles sensations aussi. Donc moi personnellement je suis mais pour un travail vraiment très bien encadré, bien réglementé et dans des organisations. Il n'y a pas de problème de claustrophobie, vous supportez la cage. Non, moi il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Carl, si on revient un petit peu justement à ce MMA, vous qui dirigez des écoles, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on sent que là aussi, il y a chez les jeunes, évidemment, il y a plus d'intérêt que dans les sports? Est-ce que la boxe, par exemple, on va pas forcément trop en parler, on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois, mais quand le full contact est venu, on a dit ça va tuer le karaté, ça n'a pas tué le karaté. Quand le taekwondo est devenu olympique, on a dit que ça allait tuer tel ou tel sport. Chaque sport a sa raison. Non, tout le monde a dit que la lutte est morte. On vient de voir que ils ont été réintégrés, ça repart. Il y a 2500
ans, elle était là avec les Grecs, ça va pas partir du jour au lendemain. Maintenant, ce qui est vrai, on parle des arts martiaux mixtes, mais les arts martiaux mixtes existent. Vous retrouvez des amphores grecs antiques avec du pankratos, qui veut dire toutes les forces, qui veut dire en fait art martial mixte. Donc ça, rien n'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est cette façon médiatique de diffuser l'image qui font très très bien, le marketing qui est excellent, et les meilleurs combattants du monde. Qu'est-ce qui a tué, entre guillemets, la boxe? C'est simplement les combats bidons. Les combats bidons. Et il n'y a plus aucun suspense, il n'y a plus aucune passion, sauf si vous faites un Mayweather contre Pacquiao demain, Qui sont d'ailleurs les deux sportifs les mieux payés de l'année. Donc le classement est sorti l'autre jour. Donc effectivement, la boxe populaire est morte, mais la boxe de star, le star system, est plus que vivace. Là. Olivier, c'est un sujet assez récurrent dans cette émission. On aime assez parler d'argent. On va profiter que vous êtes là. Non, quand on parle organisation, évidemment, on est obligé de parler un petit peu de sous. Là, si on parle organisation, là aussi, entre aujourd'hui et hier, par rapport aux sponsors, l'intérêt des partenaires, on trouve, on arrive encore, même chose aussi peut-être pour Karl, parce que vous organisez régulièrement des grosses manifestations, ici, évidemment, à Genève, avec les temps qu'on vit, tout ça, quel est le regard un petit peu des partenaires, des sponsors? On arrive encore à sortir son épingle du jeu? Alors, là aussi, il y a eu une évolution nette. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas les télévisions. Donc, on comptait sur la billetterie et sur les amis. Le sponsor ami qui donnait un coup de main. Ensuite, le sponsor institutionnel qui, lui, maîtrise sa communication est rentré dans le jeu. Ensuite, tout ça, ça a été suppléé par les grandes télévisions qui, eux, ensuite, ont mis des moyens qui vont largement au-delà de ce que les sponsors peuvent mettre. On pense à Fuji au Japon, à Spike aux États-Unis, Canal, qui a quand même fait énormément pour nous ici en Europe durant 15 ans avec les Galas de Paris, plus récemment Orange qui n'est plus là. Je veux dire, sans télévision aujourd'hui, on peut plus rien faire de grand, on ne peut plus payer les bourses des grands champions. On peut faire des petits galas, bien évidemment, mais dès qu'on passe sur, je dirais, du top 20 ou top 30 dans certaines catégories phares, s'il n'y a pas une télévision derrière, il n'y a pas moyen de l'organiser. Karl, plus près de chez nous, dans dans les organisations régionales, locales, comment est le comportement des partenaires d'ici, avec aujourd'hui la crise? On sent quand même c'est plus difficile. Il y a quand même toujours un noyau dur qui est derrière. Il y a un engouement. Si c'est plus difficile, je crois que ça a toujours été difficile, mais c'est clair que on fait jouer le réseau d'amis, parfois les communes qui jouent le jeu, comme dernièrement la commune de Vernier qui nous a beaucoup aidé sur une organisation amateur qu'on a organisée au mois d'août. C'est clair que sans eux, sans leur aide, ce serait tout simplement impossible. Mais vous savez, je pense que c'est un peu le cas dans tous les sports. Maintenant, quand vous avez une grosse télévision, vous avez des vedettes, mais ça coûte cher, ça peut le serpent qui se mord la queue. Mais une petite organisation, comme vous dites, un petit championnat régional, ça demande autant de travail, voire même plus, et avec moins de retombées médiatiques. Jean-Marc, on parle d'argent. Vous avez gagné votre vie avec le full contact, votre titre de champion du monde. On ne se rend pas compte. Beaucoup d'argent, ouais. Non, j'ai jamais. Non, mais qu'est-ce que. Non. Allez. Non, mais j'ai jamais gagné d'argent. On gagne quoi quand on est champion du monde de full contact? Un chiffre comme ça, qu'est-ce qu'on gagne? Très heureux. Non, mais écoutez. 20 ans, c'est bon. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous livrer enfin. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais un peu un précurseur puisque ça n'existait pas à l'époque. Il fallait construire et j'ai eu la chance de vivre de ça entre guillemets pendant une année. Donc sur les 25, presque 20 ans que je me suis entraîné, voilà, c'était une année où j'ai. Mais on met pas de l'argent de côté, vous n'êtes pas tranquille. Il a fallu quand même continuer de travailler. Bon, moi, j'avais déjà un métier, donc je donnais des cours et je me suis reconverti. Voilà, mais on parlait de sponsoring. C'est clair qu'aujourd'hui, moi je suis pas organisateur, donc mais je suis chef d'entreprise, donc je connais le tissu économique du canton et on est quand même dans une situation où c'est un peu tendu, donc forcément ça doit être un peu plus difficile aujourd'hui. Par cascade, voilà. Karl, qu'est-ce que vous a rapporté ce titre de champion du monde? Est-ce que on gagne de l'argent?
Ils m'ont pas encore payé. Ah, c'est ça. Attention, on va pas rentrer dans ce schéma. C'est mieux pas. J'avais aussi beaucoup de chance parce que j'étais bien entouré, non seulement Jean-Marc, Jean-Daniel Pound, François Souter, Olivier en coulisses, et puis Daniel Perrault qui était mon manager à l'époque, qui était un des gros organisateurs. Qui a suivi toute votre carrière, hein. Ouais. On peut le dire. Hein, tout à fait. Donc c'est clair que ça a ouvert des portes. Donc j'ai pu vivre de mon sport, ce qui est en plus dans un sport qui est un petit peu confidentiel comme ça à l'époque, c'était pas évident. Il y a beaucoup d'autres sports comme on peut juste citer les sports qui rapportent de l'argent. Ça serait plutôt plus facile. Ça serait plus facile. Donc pour répondre à la question, j'avais de quoi manger. Voilà. Johan, est-ce qu'il paye bien? Olivier Muller, par exemple, à Saint-Trope, vous êtes reparti avec quoi là? Allez. Avec une très belle ceinture, avec une grande... Et une poignée de main de l'organisateur, mais encore. Une poignée de main de Sylvester Stallone qui vaut beaucoup plus que tout l'argent du monde. Ça, c'est pas rien non plus. Je pense qu'après, avant de voir ce qui est somme d'argent, c'est surtout tout ce qui est autour. Sylvester Stallone, c'était un rêve d'enfant, non? C'était un rêve que j'avais même pas spécialement réalisé, parce que je me dis que c'est les réalisables. Donc voilà, le fait de le voir, c'est clair. Il est sympa, Sylvester Stallone. Très gentil, très gentil, comme dans les films, pareil. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a toujours motivés. Quand je vois, c'est vrai que les gens me demandent au premier lieu, t'as touché combien, t'as gagné combien. J'essaie vraiment de leur faire comprendre, de leur faire passer un message que c'est surtout ce que j'ai gagné au niveau pour et c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, je pense. C'est ce qui me donne, pour dire ce qu'il a gagné, ça me donne la possibilité de continuer à faire ce que j'aime en fait. Olivier Muller, en Jérôme, allez, pendant qu'on y est. Souligner simplement que le sponsoring aujourd'hui devient plus difficile. Il faut remercier les nouveaux sponsors qui se lancent, notamment Pinkwatch, qui nous a beaucoup aidé sur Saint-Tropez, de trouver des chefs d'entreprise qui ont cette clairvoyance-là, qui sont prêts effectivement à s'engager. Dans les sports en général et dans nos sports en particulier, ça se fait rare. Et c'est bien que ça puisse s'amuser plus. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, Olivier Muller, on a compris que Jean-Marc Tenius et Karl Emery n'avaient pas gagné d'argent avec leur sport. Est-ce que Jérôme Le Banner, aujourd'hui, est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui pourrait s'arrêter, aller à la plage, tranquille je crois qu'on a reçu la notification du fisc français il y a quelques jours qui disait que tout s'arrangeait, donc effectivement on peut en parler. Oui, Jérôme a gagné bien sa vie durant ces années. Je l'ai expliqué avant, c'est grâce notamment au Japon, c'est pas grâce à ce qui s'est fait ici. Et on a les États-Unis où ça gagne, on a le Japon où ça gagne, mais en Europe, pour l'instant, même un champion de pointe n'arriverait pas forcément à bien gagner. Il pourrait vivre, mais il gagnerait pas bien. Johan Congolo, on va terminer avec vous. La suite, alors c'est quoi? C'est un championnat du monde, c'est en préparation. Karl aussi, peut-être on s'adresse là au manager, à tout le monde. C'est quoi? C'est le championnat du monde. Il reste pas grand-chose quand on a été 2 fois champion d'Europe. La suite. Alors la suite, point de vue carrière, ce serait effectivement la suite logique, un championnat du monde. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont encore à négocier, à discuter avec mon manager. Donc c'est lui qui, bien sûr, a toujours discuter. Allez-y. Il a les qualités intrinsèques pour combattre. Brûler les étapes. Il a 25 ans. 26 depuis. Ouais, depuis voilà, on va pas griller les étapes. Le titre, il va le disputer, c'est sûr. Maintenant, on cherche à le faire combattre dans les plus grandes et les plus prestigieuses compétitions, notamment la prochaine fois, ce sera à Marseille, à la Nuit des Champions, qui est la plus prestigieuse soirée de France. Il a combattu à Milan devant 12 000 spectateurs. Ça va pas être là, visiblement. Donc, pas forcément. Donc voilà, il va combattre encore à Turin. J'ai encore une date à Belfast en décembre. Donc il y a beaucoup de dates. Il est encore perfectible. Il a une marge de progression énorme. Le but, c'est de durer. Et il y a le titre, il y a l'après-carrière aussi. Donc on va le protéger et on va l'amener le plus haut possible, le plus longtemps possible, et surtout d'une manière la plus sûre possible pour sa santé. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. On le rappelle, Johan Congolo, merci, bonne chance à vous pour la suite de votre carrière qui passera, on l'espère, par un championnat du monde. Olivier Muller, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Amitié à notre ami Jérôme, qu'on apprécie beaucoup ici. On va le revoir ici, Jérôme, rapidement ou jamais? Rapidement. Très rapidement, bien sûr. Quand, par exemple? Je sais pas, quand c'est qu'il y a une soirée qui sort. On est quel jour? Non, mais je parlais d'un ring éventuellement. Sur un ring à Genève, alors ça, j'en suis malheureusement pas certain. D'accord. Je pense pas que ça se dirige vers ça. Karl Emery, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Marc, continuez le tennis. Bravo en tout cas déjà pour vos différents titres. Merci Michel. Et merci beaucoup évidemment à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt
pour un nouveau Génération Champion. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. Génération Champion avec Autobrit.